Bonjour à tous, comme vous le savez, actuellement il y a la Coupe du Monde et elle provoque énormément d'indignation parce qu'elle se déroule en hiver et pour moi c'est une hérésie. Mais surtout, si elle provoque de l'indignation, c'est parce qu'elle se déroule au Qatar. Beaucoup d'habitants des pays occidentaux appellent à un boycott de cette Coupe du Monde. Alors nous, dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi, selon nous, malgré les critiques légitimes qu'il peut y avoir envers le Qatar, on trouve cet appel au boycott totalement hypocrite. Et dans le sens inverse, beaucoup d'indigènes ressentent cette hypocrisie dans les critiques sur le Qatar et ça les amène à avoir une position pro-Qatar. Donc ce sera pour nous aussi l'occasion de refaire le point sur l'anti-impérialisme et expliquer pourquoi pour nous l'anti-impérialisme ne nous amène pas à être pro-Qatar mais plutôt à dénoncer en priorité l'impérialisme occidental. Il y a des critiques à l'égard du Qatar et de la manière dont cette Coupe du Monde s'est réalisée, s'est construite, qui sont totalement légitimes. À commencer, selon moi, pour moi, la critique la plus intéressante et la plus pertinente, c'est la question des droits des travailleurs. C'était généralement des travailleurs migrants qui ont dû travailler dans des situations déplorables. Que ce soit en termes de travail effectué, d'heures de travail effectuées, mais aussi en termes d'alimentation, de logement, et tout ça, bien sûr, pour un salaire dérisoire, en tout cas pour ceux qui ont été effectivement payés. Et il ne faut pas oublier non plus le racisme dont ils ont pu être victimes, car on a affaire très souvent à des travailleurs issus du sous-continent indien ou de l'Afrique subsaharienne. Alors à ce jour, les organes officiels du Qatar communiquent 37 décès pour élaborer cette Coupe du Monde. Et effectivement, il y a de quoi être très sceptique sur les chiffres communiqués. Déjà parce qu'il faut savoir qu'ils prennent en compte que les ouvriers qui sont morts dans la construction des stades. Or, pour permettre la réalisation de cette Coupe du Monde, le Qatar n'a pas dû construire que des stades, mais plein d'autres structures pour accueillir environ 1,2 million de touristes dans un pays qui compte 2,5 millions d'habitants. De l'autre côté, on entend souvent aussi le chiffre de 6500 ouvriers morts. Je pense que vous l'avez déjà entendu parce que c'est ce que tous les médias communiquent. Alors, il faut rester prudent parce qu'en fait, c'est très difficile de mesurer le nombre d'ouvriers morts spécifiquement pour cette Coupe du Monde. Par exemple, certains chiffres se basent sur le nombre d'immigrés morts au Qatar ces 10 dernières années. Sauf que le problème, c'est que le Qatar est un pays composé essentiellement d'immigrés et ça considère chaque immigré comme ouvrier. Et comme ouvrier qui a œuvré pour cette Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas. Tout comme il peut avoir des ouvriers qui sont morts, mais qui ne sont pas morts pour des structures qui étaient dédiées à la Coupe du Monde. Bref, c'est très compliqué de mesurer exactement le nombre de morts durant cette Coupe du Monde et même le nombre de blessés, mais toutefois c'est quasiment indéniable que les situations étaient extrêmement difficile, voire inhumaine. Le deuxième argument fort pour appeler au boycott de cette Coupe du Monde, c'est l'argument écologique. Enfin, le troisième argument porte sur les droits humains et plus spécifiquement sur les droits des LGBT. En effet, le Qatar n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un pays démocratique aux aspirations libérales. Les droits de l'homme y sont relativement peu respectés, comme l'a démontré le cas des travailleurs. Il est aussi un pays officiellement très conservateur en termes de mœurs. Alors je dis officiellement parce que officieusement, dans les hôtels, il doit se passer des choses pas claires. Et il est notamment très hostile envers certaines catégories, notamment les homosexuels, puisque l'homosexualité peut être punie de mort. Bon, maintenant qu'on a exposé les arguments en faveur du boycott du Qatar, qui peuvent paraître à beaucoup de gens comme légitimes, pourquoi on continue de parler d'hypocrisie ? Déjà, dire qu'une critique est hypocrite, ça ne veut pas dire qu'une critique n'est pas vraie ou qu'elle n'est pas légitime. Ce qui est plutôt pointé du doigt, c'est l'émetteur de cette critique, sa probité et ses intentions. Par exemple, si un voleur, un bourgeois ou un membre du gouvernement nous dit que le vol c'est mal, effectivement, c'est vrai, le vol c'est mal. Sauf que c'est hypocrite de sa part de dire ça. J'aimerais citer l'abbé Pierre, quand on s'indigne, il convient de se demander si l'on est digne. Maintenant, on va vraiment se demander pourquoi on trouve ce Qatar bashing extrêmement hypocrite. Déjà, par rapport aux arguments mobilisés, que ce soit sur les droits de l'homme, sur l'écologie ou même les droits des travailleurs, je trouve que les pays du Nord n'ont pas vraiment de leçons à donner parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes des modèles. Mais parfois, on a l'impression que puisque c'est le Qatar et que c'est un pays musulman et un pays du Sud, la critique se fait encore plus intransigeante. Parce que oui, on pense que la question de l'islamophobie est à mettre au centre de la table dans la manière dont le Qatar est traité. Non pas que tout
s'explique par la question de l'islamophobie, mais on pense que ça joue un rôle. Prenons le cas de l'écologie et notamment l'argument des stades climatisés. Alors, il faut d'abord savoir, je pense que beaucoup de gens l'ignorent, qu'il y a énormément de stades en Europe qui sont chauffés. Par exemple, le stade du Real Madrid bénéficie autant d'un chauffage de sa pelouse que d'un chauffage des tribunes. Et donc, si on trouve que les stades climatisés, c'est une aberration, eh ben, je pense qu'en France, on devrait d'abord balayer devant sa porte. Et je prendrai en exemple la piste skiable d'Amnéville. Cette piste skiable qui est maintenue à -5 degrés toute l'année de 10h à 22h. De plus, la prochaine Coupe du Monde se déroulera, vous le savez, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et là, avec beaucoup plus d'équipes, 48 au lieu de 32. Et donc, beaucoup d'équipes, beaucoup de supporters sur un territoire immense. Il y a de grandes chances que ça demande beaucoup d'énergie et que ça pollue beaucoup. On va voir si ça va faire autant de bruit. Est-ce que vous pensez que ça va provoquer autant d'indignation? C'est-à-dire en parlant notamment des interventions impérialistes des États-Unis, de comment ils ont détruit l'Irak, de comment ils ont détruit l'Afghanistan, mais de comment aussi ils ne respectent pas des droits de l'homme. Que ce soit par exemple dans la prison d'Abu Ghraib ou la prison de Guantanamo, qui est toujours ouverte. Prenons maintenant le cas des droits humains et notamment la question des droits des travailleurs ou le droit des minorités. Est-ce que là aussi, on est en position de faire les donneurs de leçons? Alors, en ce qui concerne les LGBT, les gens vont nous dire bah oui, les Occidentaux peuvent faire les donneurs de leçons parce qu'ils assurent davantage les droits pour les LGBT. Alors, sur la question des LGBT, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais pour moi, la manière dont la lutte LGBT est mobilisée actuellement contre le Qatar correspond assez bien à plein d'analyses qui ont été faites et qui ont montré en fait comment les droits des LGBT est devenu en fait un marqueur entre le nord et le sud, les civilisés et les barbares, et un instrument de lutte impérialiste. Quant aux droits humains et aux droits des travailleurs, ben là aussi il faut encore regarder nos propres tares. Par exemple, la France est championne d'Europe, cocorico, du nombre d'accidents mortels pour 100 000 salariés. Et si on veut rester dans le monde du foot, les amateurs de foot français doivent le savoir, depuis 2 ans, le trophée des champions en France est organisé en Israël, un pays dont plusieurs ONG, dont Amnesty International, a dénoncé le système d'apartheid et a dénoncé la manière dont les Palestiniens vivaient dans des conditions de vie déplorables. Et là aussi, ça ne soulève pas beaucoup d'indignation. Puis même, encore pour rester sur le foot, vous êtes contre le Qatar? Il faut absolument boycotter le Qatar. Alors pourquoi ne pas commencer par boycotter le Paris Saint-Germain détenu par un Qatari? Alors moi j'entends déjà les gens me dire « Oui mais Wissam, c'est pas une raison pour pas critiquer le Qatar c'est pire quand même, il y a des gens… » Oui parce que dans ma tête, tous les gens qui me contredisent ont une voix de con. On va en profiter dans cette vidéo pour mettre les choses en clair et pour expliquer notre anti-impérialisme. Mais j'aimerais toutefois mettre l'éclairage sur 2 points. Le premier qui ramène à la question de l'hypocrisie, c'est de souligner à quel point le Qatar bashing rassemble énormément de personnes différentes, même de personnes conservatrices, pas du tout progressistes, qui d'habitude n'ont rien à foutre de la question des droits de l'homme et qui là sont tous ensemble pour critiquer le Qatar. Il y a de quoi trouver ça chelou. Par exemple, Rafal Eitoven qui est en train de ferrailler contre le Qatar, alors que lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre de critiquer les injustices, de critiquer les inégalités et même il se fait le chien de garde du gouvernement de Macron en France. Leur morale à géométrie variable, elle pue. Elle pue d'autant plus que, comme l'a dit un édito du QGD colonial, ils se servent du Qatar pour se redorer le blason. Alors qu'en même temps, en France, ils n'hésitent pas à défendre un ordre inégalitaire. On peut résumer ça par cette formule d'Ouria. Plus nous sommes laids, plus ils sont beaux. Plus le Qatar est laid, plus l'Occident est beau. Surtout qu'ils refusent de reconnaître ce qui est pour nous une vérité, c'est que le Qatar, c'est un petit peu leur fils illégitime, c'est le fils illégitime de la modernité. Le Qatar, en fait, ça met en place un ordre capitaliste et libéral qu'ils défendent. Et le problème, c'est que pas mal d'indigènes voient cette hypocrisie et la trouvent dégueulasse, notamment dans les pays arabes et les pays du Sud. Ils n'en peuvent plus de ces pays du Nord qui viennent faire les donneurs de leçons, alors que ces populations-là savent très bien de quoi ils sont capables, notamment sur la question des droits humains.
Mais malheureusement, ce constat du deux poids, deux mesures et cette colère légitime face à ce deux poids, deux mesures, ça amène certains indigènes et certaines populations du Sud à, au contraire, pour s'opposer à ça, à devenir presque pro-Qatar. Et ils sont dans une analyse pseudo-décoloniale et en gros, ils disent c'est comme ça au Qatar, c'est tout, c'est dans la culture, c'est l'islam, vous n'avez pas à imposer vos codes, vous n'avez pas à imposer vos valeurs, vous avez juste à vous taire. Il y a une légitimité dans cette critique parce que effectivement, l'Occident, depuis des centaines d'années, a imposé non pas seulement un modèle économique, mais aussi une culture, aussi des valeurs, aussi une manière de concevoir le monde. Il l'a imposé au Sud. Mais le danger, c'est de croire que pour s'opposer à cette imposition, il faut tomber dans une défense de tous les régimes du Sud, sans exception. Parce que en plus, là, on parle du Qatar, quoi. Et bon, pour parler franchement, le Qatar, c'est pas non plus le pays le plus exploité du Sud. C'est pas non plus comme si c'était la nation dominée de toutes les nations et qui portait un projet politique émancipateur. Déjà, il faut rappeler que c'est au Qatar que se trouve la plus grande base américaine du Moyen-Orient. Parce que oui, au final, c'est pas pour rien que cette Coupe du Monde a pu avoir lieu. C'est pas pour rien que la FIFA l'a décernée au Qatar. Mais selon moi, cet anti-impérialisme boiteux qui amène au final à être pro-Qatar, c'est surtout dû à un manque de formation, théorique sur les questions anti-impérialistes. Et ce manque de formation sur les théories anti-impérialistes, c'est aussi dû, on va pas se cacher, au fait que l'anti-impérialisme en France, c'est une cause totalement délaissée. Et surtout au sein de la gauche et de l'extrême gauche qui ne prennent plus ce combat au sérieux. Parce que l'anti-impérialisme boiteux, ça ne concerne pas seulement les indigènes, ça concerne aussi la gauche. Parce que si des indigènes peuvent se faire pro-Qatar face à l'impérialisme, la gauche pense qu'il faut absolument faire une critique du Qatar là actuellement. Alors que si on avait une vraie formation anti-impérialiste sérieuse, on devrait se demander si notre priorité en tant qu'anti-impérialiste est de faire là une critique du Qatar. Alors j'entends déjà les gens me dire non mais Wissam, tu sais, on peut faire les deux, on peut critiquer tous les impérialismes, on peut critiquer la France et la Chine et la Russie et le Qatar. Alors dans le monde idéal, dans le monde des idées ou dans le monde de Twitter où il suffit de faire un tweet, oui, ça peut marcher. Mais concrètement, politiquement, il faut se poser la question de comment ça se matérialise dans les faits, cette position qui consiste à tout critiquer et à mettre tout au même plan. Pour expliquer tout ça, je vais me centrer beaucoup sur un livre que j'arrête pas de vous conseiller de lire et que je vais recommencer à faire, c'est La responsabilité des intellectuels de Noam Chomsky. Ça fait 150 fois que je vous le dis de le lire, donc je ne sais pas ce que vous attendez pour le faire. Alors moi, il m'a particulièrement marqué parce que je l'avais lu quand j'avais 20 ans et quand j'avais 20 ans, je traînais un peu dans les milieux libertaires et tout. Et j'étais vraiment dans ce mood-là de dire nique tous les impérialismes, nique la France, mais nique aussi la Russie, nique aussi la Chine, nique la Turquie. J'étais vraiment dans cette idée-là. Et la lecture de Noam Chomsky, de ce petit livre, ça m'a en fait mis une claque et ça m'a remis les idées en place. Et qu'est-ce que dit Chomsky ? En gros, il dit, bon, d'accord, vous avez le droit de critiquer la Chine, vous avez le droit de critiquer la Russie, mais il demande quel est l'intérêt de faire ça quand vous êtes un habitant du Nord, parce que son livre s'adresse vraiment aux habitants du Nord. Et moi, ça m'a vraiment amené à m'interroger sur tout ça, parce qu'il pose aussi la question du courage. Il dit, mais c'est quoi en fait votre courage de critiquer Poutine quand vous êtes en France ou vous êtes aux États-Unis, ou de critiquer la Chine quand vous êtes aux États-Unis? Ça demande aucun courage. Bien sûr, si j'avais cette hargne mordante des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Mais je n'ai pas ce courage. Et enfin, le dernier argument très fort de Noam Chomsky, c'est de dire que, en plus, concrètement, c'est sur nos propres impérialismes qu'on a les moyens d'agir. Parce que critiquer la Chine ou critiquer Poutine, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de là où on est? On peut davantage viser Macron, viser le gouvernement. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais c'est déjà beaucoup plus réalisable que de changer les choses, nous, sur la Russie ou sur la Chine. Et c'est là qu'il faut être prudent et qu'il faut avoir une vraie formation théorique sur l'anti-impérialisme parce qu'on risque de tomber dans l'un ou l'autre d'étard et donc on doit vraiment marcher sur un fil. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans l'attitude qui consiste à dénoncer tous les impérialismes en les mettant au même niveau ou alors à être dans une défense de tous les régimes du Sud face au régime du Nord. Pour répondre à ça, notre ligne, elle est claire. On est anti-impérialiste, mais on est des anti-impérialistes habitant dans les pays du Nord. Donc nous, on n'a pas à dire aux pays du Sud comment se comporter, on n'a pas à donner notre avis sur la manière dont ils se comportent. Nous, on se fixe et on reste sur notre tâche à nous.
Partons du fait qu'il reste à discuter que des États comme la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran sont des États impérialistes. Je dis qu'il reste à discuter parce que dans la théorie marxiste, c'est un gros débat ça, de savoir qu'est-ce qu'une nation impérialiste et qu'est-ce qui n'est pas une nation impérialiste. Mais là, on va faire comme si c'était des nations impérialistes. En partant de ce principe, est-ce que ça change notre stratégie d'action? Eh ben non. On pense toujours qu'il faut d'abord viser notre impérialisme parce que c'est celui qui est déterminant et donc il va déterminer les autres impérialismes. Pour expliquer ça, il faut mobiliser l'idée de Mao dans son texte de la contradiction qui fait la distinction entre contradiction principale et contradiction secondaire. Il persiste selon lui une contradiction principale qui va déterminer des contradiction secondaire. Et dans une logique internationaliste, la contradiction principale, c'est la lutte contre l'impérialisme occidental qui en fait détermine les contradictions secondaires qui sont la lutte des petits impérialismes entre eux. Donc oui, c'est la merde, effectivement, c'est la merde. Effectivement, comme ils veulent défendre leur intérêt, la Russie, la Chine et tout vont commettre des choses qu'on va dénoncer. Mais nous, on pense que plutôt de courir partout et perdre son énergie à dénoncer tous les impérialismes, eh ben nous, on n'a plus mieux à faire, c'est de dénoncer l'impérialisme principal, l'impérialisme hégémonique, c'est l'impérialisme occidental. Et en plus, j'arrête pas de le répéter, ça tombe bien, c'est notre impérialisme. Et même pire, en raison de la dissymétrie des rapports de force, notamment en termes médiatiques et politiques, eh ben la bourgeoisie peut se servir de votre idée de dénoncer tous les impérialismes pour légitimer ses actions. Et c'est là qu'il ne faut pas être dans une posture morale, mais vraiment analyser de manière matérialiste de comment vont se concrétiser nos prises de position. Et on a vu que concrètement, tous les discours autour de « il faut sauver la femme en Afghanistan » ou « il faut sauver l'homosexuel en Irak », tout ça, ça s'est matérialisé dans l'histoire par des interventions occidentales. Des interventions occidentales qui sont loin d'avoir amélioré les conditions de vie des populations et même de ces minorités. En Irak et même un peu partout, que ce soit en Libye ou dans tous ces pays, eh ben ça a empiré les choses. Par exemple, il ne faut pas oublier que Daesh est né de la ruine de l'Irak. Une ruine provoquée par les multiples interventions occidentales. On peut prendre l'exemple de l'embargo en Iran qui dure depuis des années et dont souffrent les populations iraniennes. Et ça n'a pas vraiment amélioré le pays. Et en plus, il ne faut pas oublier que ces interventions occidentales qui sont loin d'arranger les situations et même au contraire qui les empirent, eh ben ça provoque de la réactance notamment dans les pays du Sud. Et ça va favoriser aussi les forces réactionnaires que les Occidentaux aiment tant critiquer. Parce que ces forces réactionnaires arrivent à puiser dans ce sentiment anti-occidental qui est de leur point de vue totalement légitime. Et prenons le cas des talibans. Les talibans, c'est une force réactionnaire. Toutes leurs aspirations politiques et tout, et ben, ça ne nous fait pas rêver, loin de là. Mais mine de rien, leur combat contre l'occupation américaine avait un fond de légitimité. Effectivement, les Américains n'avaient rien à faire là et en plus, ils ne faisaient qu'empirer la situation. Pour améliorer le sort des Afghans et même des Afghanes, vu que c'est celui-ci qui vous intéresse vraiment, eh ben, la première étape, c'était de virer l'occupant qui empêchait cette émancipation. Et bien là, ça a été les talibans qui ont fait ça. La contradiction principale dans ce cas-là, c'était l'occupation américaine. En fait, vous vous rappelez qu'on faisait une vidéo sur la Coupe du Monde ? Voilà. Et pour faire un autre exemple, c'est le cas de la Palestine. Alors, il y a beaucoup de gens, surtout à gauche, qui vont nous dire « Oui, mais il y a des organisations en Palestine qui sont pas très progressistes, nanani, nanana. » Sauf que la contradiction principale en Palestine, si vous voulez vraiment améliorer les conditions de vie des Palestiniens, la question qui importe, c'est l'occupation et la colonisation israélienne. Et ça, c'est un gros point aveugle de la gauche. Elle a un soutien à géométrie variable. Elle ne soutient les organisations du Sud dans leur lutte d'indépendance que si elle répond à ces critères à elle. On est encore dans une logique dominatrice, on est encore dans une logique de colon, on est encore dans une logique civilisationnelle où la gauche blanche est le garant du progressisme et va dire quelle organisation du Sud, même quand elles sont dans des luttes contre la colonisation, quelle organisation mérite son soutien ou ne mérite pas son soutien, même si son combat est juste. Alors, plutôt que de faire de la leçon sur la manière dont les populations du Sud résistent et attendent d'elles qu'elles résistent comme la gauche blanche l'entend, cette gauche blanche devrait déjà commencer par faire son taf, c'est-à-dire lutter contre son propre impérialisme. C'est de cette manière qu'elle va permettre d'aider à l'émancipation.
Pour nous, il est insensé de déconnecter toutes les politiques réactionnaires qu'on peut trouver dans le Sud des politiques impérialistes du Nord. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est la faute de l'Occident, bien sûr que non. Et on sait que les régimes du Sud ont aussi leur propre intérêt, ont aussi leur propre agenda. Cependant, ce serait totalement malhonnête de ne pas voir le poids de l'Occident dans la manière dont les pays du Sud mènent leur politique. Pour illustrer le poids de l'Occident dans les politiques réactionnaires, prenons le cas de la question de l'homophobie. Il y a effectivement beaucoup de pays du Sud qui ont des législations qui sont, c'est le moins qu'on puisse dire, homophobes, notamment en condamnant à mort les actes d'homosexualité. Mais quelle est leur rhétorique et comment ils légitiment le fait de refuser d'accorder plus de droits aux homosexuels? L'une de leurs justifications, c'est de dire que ça, les droits pour les homosexuels, c'est en fait une imposition du modèle occidental qui veut imposer sa façon de voir la société et notamment cette idée de légiférer sur l'homosexualité. C'est notamment tout le discours que élabore Poutine pour dire que en fait l'Occident c'est la dépravation, c'est les LGBT, c'est les trans et que lui protège un ordre plus traditionnel en résistance à cet Occident. Mais on l'a vu aussi au Sénégal, où il y avait eu un grand débat autour de l'homosexualité, où le Sénégal a aussi une législation très autoritaire autour des questions d'homosexualité. Et comment ils ont légitimé cette législation? Eh ben, en disant qu'en fait, c'est aussi l'Occident qui veut imposer ses valeurs, qui veut imposer ses codes, notamment sur les questions de sexualité au Sénégal, et que donc il faut résister à ça, il faut résister à l'Occident. Et donc, ils mobilisent un argument anti-impérialiste pour justifier cet état de fait. Historiquement, et même encore maintenant, c'est vrai que l'Occident est dans une politique impérialiste, du point de vue aussi politique et culturel, en voulant imposer à tout le monde sa manière de concevoir le monde et sa manière de concevoir les identités sexuelles, mais pas que. En perdant de vue que les identités qui ont été développées dans l'Occident, et notamment l'identité homosexuelle, hétérosexuelle, c'est quelque chose qui est situé autant géographiquement que temporellement. C'est né avec la modernité occidentale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Ouria Boutelja qui le dit, c'est Foucault, hein, faut le savoir. Et Foucault, on peut pas dire que c'était un homophobe. Et nous, on dit qu'avant cette modernité occidentale, il n'y avait pas la dualité homo-hétéro, et c'était pas vu comme identité homo, identité hétéro, mais les identités sexuelles, les identités de genre étaient beaucoup plus fluides. Et cette politisation des sexualités, avec notamment la judiciarisation, le truc de la judiciarisation des sexualités, notamment de l'homosexualité, eh ben, c'est quelque chose de très moderne. Et même pour nous, c'est un signe de l'incorporation des pays du Sud dans la modernité plutôt qu'une résistance décoloniale. Par contre, nous, on pense qu'il ne suffit pas de dire, comme certains antiracistes, avant c'était plus fluide dans les sociétés du Sud pour que tout soit réglé. Il y a eu 500 ans de colonisation, 500 ans de destruction des cultures locales et on ne peut pas passer outre en disant qu'avant c'était pas comme ça. Et cette imposition occidentale, elle a évolué parce que l'Occident lui-même a évolué. Il a adopté d'autres critères, il a adopté d'autres normes. Donc au départ, l'Occident a imposé une vision stéréotypée des rôles de genre et des identités sexuelles et aussi de la famille. Il a imposé ces modèles stéréotypés partout dans le monde avant de lui évoluer, notamment sur les questions de sexualité, notamment par l'intermédiaire des militants féministes et des militants queer. Sauf que maintenant, ils veulent imposer cette vision-là qui a été développée dans l'Occident aux pays du Sud. Sauf que pour le Sud, vu que l'impérialisme occidental n'est pas terminé, vu qu'il y a encore une domination politique, économique ou culturelle, ils voient cette imposition de nouvelles normes, de nouvelles façons de voir les identités sexuelles comme une nouvelle forme d'impérialisme occidental. Une nouvelle manière d'imposer leur code et leur vision du monde. Et dans un certain sens, ça l'est. Je vous invite notamment à lire les ouvrages de Joseph Massad ou de Gianfranco Rebuccini ou encore de Maxime Sirvul, où il montre que bien souvent les LGBT occidentaux, ils sont aussi occidentaux. Ils ont aussi ce mépris occidental et cette volonté de civiliser le Sud en pensant savoir mieux qu'eux ce qu'ils ont à faire. Et souvent même au mépris des alertes des militants queer du Sud qui leur disent que leur manière d'imposer ces codes-là ne correspond pas à la manière de vivre des queers locaux. Ces militants homosexuels locaux
savent que la manière dont ces organisations occidentales LGBT vont intervenir dans les pays du Sud, eh ben, ça va être mal vu par certaines populations locales parce que ça va être vu comme une ingérence de plus du pouvoir occidental et donc ça va provoquer une réactance, une réaction qui va s'abattre non pas sur les LGBT occidentaux mais sur les homosexuels locaux. Et on pense qu'il faut toujours faire attention à nos discours, à la manière dont ils peuvent être récupérés par la bourgeoisie nationale, par les impérialistes locaux pour servir leurs intérêts, surtout vu le rapport de force dissymétrique. Et donc en somme, vous voulez aider les femmes, vous voulez aider les homosexuels, et ben la première chose à faire, c'est de lutter contre votre impérialisme. C'est ce que vous avez concrètement de mieux à faire. Faites ça avant de faire la leçon. Quant aux populations du Sud, ne vous inquiétez pas, elles savent mieux que vous ce qu'elles ont à faire. Elles savent mieux que vous comment mener leur lutte et pour participer à améliorer leurs conditions de vie. Elles n'ont pas de leçons à recevoir de notre part. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu plus longue que les dernières qu'on a fait, mais pour nous c'était important de parler d'impérialisme, surtout en cette période, et aussi parce que on va organiser un événement le 16, 17 et 18 décembre à Bruxelles qui s'appelle le Bandoum du Nord. C'est une réunion avec plein de militants décoloniaux partout dans le monde. Donc on va discuter de politique antiraciste, de décoloniale et tout. Et surtout, il va y avoir un gros accent sur la lutte anti-impérialiste. Donc si vous êtes à Bruxelles, si vous n'êtes pas loin, bah, venez directement lors de ces 3 jours. Si vous ne pouvez pas venir, nous on va essayer d'assurer une retransmission live sur la chaîne Twitch de Parole d'Honneur pour que vous puissiez assister à cet événement. Voilà, merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. Voilà, et aussi maintenant, profitez de la Coupe du Monde sans trop vous culpabiliser. Et moi, je fais un pronostic, c'est l'Algérie qui va la gagner. Salut tout le monde!